Salut les moussaillons et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Historia Incognita. Alors je sais, ça fait un bon moment que j'avais pas sorti d'épisode de cette série à cause de mon emploi du temps qui était relativement chargé. Aussi, je tiens avant de commencer l'épisode à vous présenter mes excuses pour cette attente. Excusez-nous aussi de la brièveté de l'épisode, Nemo l'a écrit en catastrophe. Si tout s'est bien passé comme prévu, cet épisode sera sorti le 1er avril 2018. Ce qui fait de lui un épisode spécial Poisson d'avril et me permet d'aborder sur la chaîne un sujet qui, personnellement, me fait bien marrer. À savoir les canulars, rumeurs, légendes urbaines, hoax et autres fake news. Bref, toutes ces petites histoires abracadabrantes qui rajoutent un peu de piment à nos manuels d'histoire et dont je vous conterai aujourd'hui 4 de mes préférés. Petit disclaimer à l'attention des crédules et autres théoriciens du complot, les histoires qui seront racontées à partir de maintenant ne sont que des canulars avérés et ne constituent en aucun cas la preuve d'un quelconque complot. Pas besoin de me spammer dans les commentaires pour me dire que l'homme n'a jamais été sur la lune. Merci bien, bisous sur les fesses. Allez, c'est parti. On commence doucement avec une histoire dont vous avez possiblement déjà entendu parler si vous êtes un passionné de la conquête spatiale ou un abonné du Défécator, à savoir l'histoire du documentaire Opération Lune. Commandé par la chaîne de télévision franco-allemande Arte et au réalisateur français William Carell, Opération Lune est un documentaire d'une durée de 50 minutes traitant de la préparation de la mission Apollo et dévoilant comment le gouvernement de Richard Nixon serait parvenu à falsifier l'alunissage afin de cacher un possible échec au public. Then one of the presidential advisors, I don't know, General Alexander Haig or Donald Rumsfeld, said hesitantly, what if we film the first steps on the moon in a studio? Then if we fail, we can always show those pictures to the public. Extrêmement fourni en preuves et en témoignages, le documentaire révèle notamment la participation de Stanley Kubrick et l'utilisation des décors de son film 2001 l'Odyssée de l'espace dans le complot. C'est Donald Rumsfeld qui le premier avance le nom de Stanley Kubrick. Il faut que ce film soit parfait, mais il est hors de question de construire des décors en si peu de temps. Le tournage de 2001 l'Odyssée de l'espace se termine dans la banlieue de Londres. Pourquoi ne pas profiter des décors encore en place ? Ainsi que le pacte conclu entre les autorités américaines et les pontes d'Hollywood qui aura mené à l'élection du comédien Ronald Reagan au poste de président des États-Unis en 1980. And they made us a promise. They said, you do this right, and pretty soon, the next election, one of your guys is going to be president. And there he was. Reagan was president of the United States. Diffusé à l'occasion du 1er avril 2004, Opération Lune était en réalité un énorme tissu de mensonges imaginé par Carell et Arte, afin d'éveiller l'attention du public et se moquer des théories complotistes prétendant que l'homme n'avait jamais marché sur la Lune. Et bien qu'au départ le film paraisse relativement crédible et que les arguments qu'il avance semblent parfaitement étayés par les témoignages de nombreuses figures politiques américaines reconnues de l'époque, comme Kissinger, force est de constater que plus les minutes s'égrènent, plus le n'importe quoi commence à prendre le dessus et plus le canular devient évident. Ce que le réalisateur explique d'ailleurs très bien lui-même lors d'une conférence. Je voudrais savoir d'abord comment vous avez réussi à persuader M. Kissinger et Rumsfeld et tout ça de jouer. Il ne joue pas du tout dans le film. Non. Le principe, c'était de détourner les entretiens. J'avais fait un film sur le Watergate 2 ans avant, et il a suffi que je prenne les entretiens et de détourner. Quand il parle du plus grand scandale qui aura jamais lieu, c'était de croiser les entretiens. Je ne les ai jamais vus pour ce film, c'est du détournement d'entretien réalisé 2 ans plus tôt. Tel qu'on avait monté le film, à partir de la 20e minute, donc un peu avant la moitié, on doit se rendre compte que c'est faux. Enfin, que quand à la 20e minute, il y a le producteur hollywoodien qui dit qu'ils leur ont promis qu'un acteur serait président des États-Unis, et puis toutes ces histoires sur le pas de tir qu'ils ont déplacé pour avoir le soleil en face, comme s'ils ne pouvaient pas mettre la caméra de l'autre côté pour avoir le... Mais même le producteur hollywoodien, il me semblait qu'on voyait vraiment que ce n'était pas du tout à New York, mais sur le pont de Grenelle, la Statue de la Liberté, puisqu'on voit des gens faire du jogging. Mais les gens continuaient à marcher, et tout le temps. Cependant, je pense qu'avec le recul, Carell et Arte doivent pas mal regretter la création d'Opération Lune, parce que si son intention de départ était de dénoncer et décrédibiliser les théories du complot,
C'est au final l'inverse qui s'est produit, et aujourd'hui encore, des dizaines de complotistes se servent des premières minutes, entre guillemets sérieuses, du documentaire, afin de manipuler leurs fidèles et alimenter leur délire. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Comme quoi, la maxime disant que seul l'univers et la bêtise humaine sont infinis se confirme de jour en jour. Encore un sujet que je me permets d'emprunter à Defecator, puisqu'il en a également parlé dans l'une de ses vidéos, à savoir celle sur les fausses rumeurs et thèses conspirationnistes entourant la vaccination. Vous n'êtes sûrement pas sans le savoir, surtout si vous traînez régulièrement sur les internets, mais il existe un certain nombre de polémiques concernant les vaccins, et encore plus concernant la présence d'adjuvants tels que l'aluminium dans certains vaccins obligatoires. Ce dont on peut débattre dans le calme et avec sérieux d'ailleurs. Vous croyez réellement que c'est possible? Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Bref, ce n'est pas l'aluminium qui nous intéresse ici, mais bien une autre substance qu'on aurait vraisemblablement retrouvée en masse dans nos vaccins, et qui commence à inquiéter pas mal de monde. Le DHMO. Dihydrogène monoxyde pour les incultes. Présent dans la plupart de nos vaccins comme je l'ai dit, mais également dans de nombreux produits du quotidien, le DHMO lui-même n'est pas un canular, il s'agit véritablement d'une substance, et d'une substance corrosive, toxique à haute dose, et dont l'inhalation est mortelle par-dessus le marché. Non! Ce qui est un canular, c'est plutôt le fait que de s'en faire injecter dans les veines ou en consommer serait dangereux. Mais vous avez dit que... Oui, je sais ce que j'ai dit, ma chère Worf, suis-moi une seconde. Dihydrogène monoxyde. Ou monoxyde de dihydrogène. Un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Ça vous dit rien? C'est la mer Noire. C'est non. Gilles? Camoulox? Non plus. Dernier essai. Ça, c'est de l'eau. Et oui, c'est ça. Bien joué. En fait, DHMO, c'est juste une autre façon de désigner l'H2O. L'eau, donc. Vous savez, ce liquide qui nous compose à 70%, qu'on retrouve en masse dans nos produits du quotidien, jusque dans nos robinets, et qui est corrosif parce qu'il fait rouiller, qui peut s'avérer toxique si on en avale trop, et qui peut être aussi mortel si on en inhale puisqu'on peut se noyer dedans. Ça coule de source. Mais du coup, comment autant de gens peuvent croire que c'est dangereux pour la santé? Eh bien en fait, à l'origine, cette histoire n'était qu'une blague lancée par des étudiants de l'Université de Californie au début des années 90, qui a ensuite été reprise par un certain Nathan Zoner dans le cadre d'un projet de science centré sur la crédulité du grand public. Un projet qui a notamment démontré par A plus B qu'il était très facile de manipuler les foules en employant des mots en apparence compliqués et en choisissant bien les termes utilisés. C'est comme ça qu'on a des mecs qui arrivent à faire croire à des gens que l'eau dans les vaccins présenterait un risque lors de l'injection. Tenez, avant qu'on passe à l'histoire suivante, mettez la vidéo en pause, on va faire un petit jeu. Si vous avez des gens dans votre entourage qui sont pas très calés en chimie, essayez de leur parler du DHMO en utilisant les mêmes arguments fumeux qu'ils font passer pour une substance dangereuse. Et dites-moi dans les commentaires combien de personnes vous aurez réussi à berner, ça m'intéresse. Alors je vous préviens, celle-là c'est ma préférée de toutes. Plantons le décor. Le 1er novembre 2004, décidément 2004 aura été une excellente année pour les canulars. Le quotidien Libération a publié un article traitant du suicide au Japon, et qui raconte notamment une affaire de suicide collectif au cours de laquelle 147 étudiants se seraient donné la mort en gobant des poches de silicone. Reprise 20 jours plus tard par France 2 lors d'un reportage consacré à la même thématique. C'est le royaume des otaku, les fanas du jeu vidéo. Ici, le seul retard dans la sortie d'un jeu intitulé Mort ou Vif a provoqué le suicide de 147 collégiens qui ont gobé des poches de silicone. Cette information provoqua un raz-de-marée de moqueries à la fois sur la gueule de Libération et sur celle de France Télévisions, quand les internautes se rendirent compte qu'en réalité, la source commune utilisée par ces deux reportages était en fait cet article, paru en mars 2004 sur le site Xbox Mag. Dead or Alive Online repoussé au Japon, la nouvelle a provoqué un drame au pays du soleil levant. 147 otakus se sont suicidés en gobant des poches de silicone pour protester contre ce report de la part de Tecmo. Le jeu de baston online de Tecmo est ainsi repoussé à l'été, sans plus de précision. Il semble que Tecmo veuille peaufiner le code réseau du jeu, pour qu'on n'ait pas à souffrir d'un lag qui pourrait affecter le mouvement mammaire des combattantes. Il va sans dire que le pack Xbox Kazumi-chan est lui aussi repoussé, et on me signale à l'instant que les fanas d'import qui avaient précommandé la bête viennent d'être retrouvés pendus avec un soutif géant. Oui, des journalistes sérieux, payés pour écrire des articles et présenter des reportages par des chaînes et publications sérieuses, ont écrit tout un pamphlet sur les suicides collectifs au Japon, en extrapolant à partir d'une boutade évidente d'un chroniqueur sur un site de jeux vidéo. Et vous savez le pire ?
c'est que si Libération s'est dépêché de publier un erratum dans ses pages une fois l'affaire mise en lumière, ce n'est absolument pas le cas de France Télévisions dont l'erratum était presque aussi scandaleux que leur reportage d'origine. Comme en témoigne d'ailleurs un article d'Xbox Mag publié a posteriori. France 2 a annoncé dans son journal télévisé du 29 novembre dernier un erratum qui est loin de nous satisfaire. Non seulement celui-ci ne reconnaît pas la faute du journaliste de France 2 en incriminant des journaux japonais anglophones, s'étant trompé, évidemment tout le monde sait que la source de France 2, c'était Libération et pas de prétendus journaux anglophones, mais en plus l'erratum ne parlait que de 147 suicides, sans même préciser que les jeux vidéo n'avaient rien à voir avec les suicides collectifs, comme cela avait été avancé dans le reportage. Ces types ont littéralement eu leur nez dans leur propre merde et ont persisté à reporter la faute sur d'autres personnes. C'est juste incroyable. En même temps, on parle de la même chaîne qui a déclenché l'affaire des MMPORPG. Ouais, j'aurais dû m'y attendre, j'avoue. Et on va finir en beauté avec l'histoire qui est sans problème l'une des plus what the fuck et des plus drôles de ce classement. À savoir celle qui entoure l'adaptation radiophonique du roman La Guerre des Mondes de H.G. Wells par le célèbre réalisateur Orson Welles. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Ça fait beaucoup de Wells d'ailleurs. Mais surtout, on va parler de l'histoire qui entoure la vague d'hystérie collective qu'aura déclenché sa diffusion. Je m'explique. Diffusée la veille d'Halloween 1938 sur le réseau CBS, l'émission avait été enregistrée en direct et avait été conçue par Wells de façon à imiter un véritable reportage décrivant l'arrivée d'envahisseurs martiens sur Terre, allant même jusqu'à simuler la mort en direct d'un reporter lors d'une attaque de gaz. Un procédé relativement inédit à l'époque qui aurait vraisemblablement terrifié de nombreux auditeurs, dont certains se seraient mis à paniquer, allant même jusqu'à prétendre avoir senti le gaz et entendu des tirs près de chez eux. On raconte même qu'un groupe de personnes aurait ouvert le feu sur un château d'eau en le prenant pour un tripode. C'est vous dire le degré d'hystérie. Les lignes téléphoniques de CBS furent inondées d'appels de gens inquiets comme mécontents, la presse se déchaîna sur la pauvre station de radio, et Wells, qui débutait alors sa carrière, vit sa popularité faire un bond de géant du jour au lendemain, ce qui ouvrit grand à la fois les portes d'Hollywood et de la gloire. Au fond, c'était un mal pour un bien, non? Oui, mais il y a un minuscule détail à prendre en compte quand on parle de cette affaire, c'est qu'elle n'est probablement jamais arrivée en fait. Pardon? Oui, en fait, toute cette histoire autour du canular de Wells, c'était en fait elle-même un canular. Parce que quand on se penche davantage sur les faits, on peut facilement se rendre compte que l'émission du jeune et alors relativement inconnu Orson Welles, c'est relatif, diffusée presque en même temps que l'une des émissions radiophoniques les plus populaires de l'époque, n'avait pas réellement les moyens de déclencher un tel mouvement de panique à échelle nationale tel que la presse l'avait décrit. En réalité, pour beaucoup de personnes, dont des contemporains de l'affaire, ce serait plutôt la dite presse qui aurait exagéré les faits afin d'essayer de nuire à la radio, une technologie encore toute jeune à l'époque et qui lui faisait alors pas mal de concurrence. Ce qui serait d'ailleurs étayé par le fait que, sur les lettres reçues par Wells a posteriori, seule une partie infime semblait provenir de personnes ayant confondu l'émission avec un véritable reportage. Tu nous as joué du pipeau, et en plus tu joues faux. Mytho. Que des salades et que du flan. Wesh, gob. Tu nous prends trop pour des glands. Toujours est-il qu'au final, Wells aura bien profité de cette petite pique du journalisme à son égard pour booster sa carrière, ce qui lui aura permis de réaliser quelques des plus grands films de tous les temps et de révolutionner le monde du cinéma. Donc, vraiment, un mal pour un bien. Ouais, on peut dire ça. Et c'est sur cette note positive qu'on va conclure cet épisode spécial 1er avril. Mes excuses encore une fois pour son contenu un peu famélique et son aspect un peu rushé, mais je tenais vraiment à le sortir ce jour-là et à vous sortir une petite vidéo histoire de vous montrer que je suis bien toujours en vie. Dans tous les cas, si vous l'avez apprécié malgré tout, vous connaissez la chanson, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, activez la cloche, commentez et surtout partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, ça m'aide et ça fait toujours plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez également me suivre sur Facebook, comme vous le savez sûrement déjà, mais également sur Twitter, Instagram et même Twitch. Même si je suis moins actif sur ces réseaux-là en ce moment, j'essaierai quand même de poster plus de choses à l'avenir, promis. D'ici là, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, je vous invite à continuer de vous instruire, et surtout à rester curieux. Allez, à plus, c'était le Capitaine.